1975... Ah, voilà. Certains disent toujours vivre des phénomènes étranges. Dans ce manoir, des portes qui claquent, des voix, des silhouettes évanescentes. Mais quoi? Ouais, il faut absolument que j'aille là-bas un de ces quatre, moi. Dans un étrange manoir, 5 personnes de la même famille vont périr dans des circonstances très mystérieuses. Cette histoire débute en 1975 aux États-Unis, à Saint-Louis très exactement, la deuxième ville la plus importante de l'État du Missouri, au bord du Mississippi. Un certain Richard Pointer va vouloir faire l'acquisition de ce manoir. Beaucoup de personnes, d'habitants de Saint-Louis, connaissant l'histoire du lieu, vont essayer de l'en dissuader. Mais Richard n'est pas du genre à se laisser impressionner par ce genre d'histoire. Il ne s'agit là pour lui que de simples légendes. D'autant plus que son projet lui tient particulièrement à cœur. Il a décidé de faire de ce vieux manoir désolé une auberge chic et luxueuse. Mais très rapidement, il va se confronter à de drôles de phénomènes. Quelques semaines après avoir acheté le manoir, comme prévu, Richard va entamer les travaux. Pour cela, il va naturellement s'entourer de plusieurs corps de métier. Des maçons, des charpentiers, des électriciens, bref. Tel un phénix, le manoir devrait renaître de ses cendres. Mais très rapidement, des phénomènes étranges vont se manifester et Richard en sera le premier témoin. Le témoignage de Richard. Je peignais la salle de bain moi-même, il n'y avait absolument personne dans la maison. Et j'ai senti quelqu'un derrière moi, quelqu'un qui me regardait. Je me suis alors retourné, mais personne n'était là. J'ai recommencé à travailler et j'ai à nouveau ressenti la même sensation derrière moi. Alors j'ai rapidement nettoyé mes pinceaux et je suis parti de là à toute vitesse. Quelque temps plus tard, Richard va faire appel à un artiste local, Claude Breakworld, afin de restaurer les magnifiques plafonds peints du manoir. Mais Richard, ayant probablement peur d'effrayer l'artiste, ne va absolument pas lui parler de ce que lui-même a vécu ici. Et pourtant, Claude Breakworld va lui aussi vivre une expérience similaire. Témoignage de Claude. J'étais sur l'échafaudage, couché sur le dos, peignant le plafond de la salle à manger, quand j'ai eu l'étrange sensation que quelqu'un m'observait. J'avais l'impression qu'il était là, dans le couloir, juste à l'extérieur de la pièce. Claude va malgré tout continuer à travailler, mais cette sensation se faisant de plus en plus présente, 1 heure plus tard, il va quand même ressentir le besoin de quitter le manoir à toute vitesse. Bon ok, si on résume, 2 personnes ont eu la même sensation dans un lieu très lugubre. Pour moi, pour l'instant, il n'y a pas de quoi crier aux fantômes. Mais vous allez voir que dans les jours à venir, d'autres phénomènes bien plus inquiétants vont se manifester. En effet, pendant leur journée de travail, les ouvriers vont être témoins d'événements pour le moins particuliers. Ils vont entendre des voix et des portes qui claquent. Un jour, persuadés que ces bruits étranges étaient probablement dus à un courant d'air, ils vont naturellement prendre la décision de fermer toutes les portes du manoir. Mais nombre d'entre eux vont témoigner avoir vu certaines de ces portes s'ouvrir sous leurs yeux. Des ouvriers témoignent également avoir constaté que certains outils disparaissaient, comme si quelqu'un ou quelque chose s'opposait à la rénovation du manoir. Et tous, sans exception, témoignent de la même sensation, d'être observés par quelqu'un ou quelque chose. À tel point que certains vont même démissionner. Alors vous vous doutez bien que les gens commencent à s'interroger. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi les gens démissionnent? Et pourquoi autant de personnes, au risque de passer pour des hurluberlus, vont affirmer avoir vécu des phénomènes paranormaux? Hurluberlu, définition. Hurluberlu, personne étourdie et cervelée qui se comporte avec extravagance. Ok. Sans compter qu'au fil des jours, ces phénomènes vont se faire de plus en plus puissants. Un jour, le fils du propriétaire, Dick, décide de passer une nuit dans le manoir. Et afin de ne pas être seul, on le comprend, il sera accompagné de son chien, un Doberman appelé Shadow. Ça s'invente pas. Dick va choisir l'une des nombreuses chambres du manoir, sans connaître le passé de celle-ci, mais on y reviendra plus tard. Pour le moment, la soirée passe, il s'installe avec son chien, finissent par éteindre la lumière, et enfoui sous ses couvertures, il constate que le bâtiment lui offre un silence apaisant, et que rien de particulier ne se fait entendre. Il va alors paisiblement s'endormir, persuadé que la nuit sera calme. Mais grossière erreur. Alors que la nuit bat son plein, Dick et son chien vont subitement être réveillés par une énorme détonation, comme un coup de feu tiré juste derrière la porte de la chambre.
Quelques instants après, une fois l'effroi et la terreur partiellement digérés, ils vont tous les deux arpenter les couloirs et les chambres du manoir, alors persuadés que quelqu'un s'est introduit dans le lieu. Mais vraisemblablement, à part son chien et lui, personne ne se trouvait dans le manoir. Le phénomène que viennent de vivre Dick et son chien n'est pas anodin, et trouverait apparemment sa source dans le funeste passé de cette bâtisse. Mais là aussi, on y reviendra un peu plus tard. Pour le moment, on est en 1976, les travaux sont enfin finis, et cette luxueuse auberge va enfin pouvoir ouvrir ses portes au public. Alors les clients arrivent en masse pour découvrir ce somptueux manoir, une salle de restaurant digne des plus grands châteaux, des chambres majestueuses, tout le monde a l'air fasciné par le lieu. Mais très rapidement, le personnel ainsi que certains clients vont assister à des choses assez étranges. Certains auraient vu leurs lunettes projetées dans les airs. D'autres parlent de bougies qui s'allument et s'éteignent seules. Une cliente affirme même avoir vu le tiroir de sa commode se refermer tout seul comme si une force invisible l'avait poussé. Mais on parle également de verres qui bougent, d'objets qui disparaissent et réapparaissent ailleurs dans le manoir. Il y aurait même des portes fermées à clé qui se déverrouilleraient toutes seules. On parle également de personnes qui auraient entendu des chevaux hennir et des bruits de sabots dans la rue juste en face de la maison. Un soir, lors de la fermeture du restaurant, l'un des employés de l'auberge affirme avoir entendu le piano jouer tout seul 2 notes. Et pareil, une certaine Bonnie, travaillant dans l'auberge, nous fait part d'un terrifiant récit. Le témoignage de Bonnie. Tôt le matin, j'allais et venais dans la maison m'assurant que tout était en ordre pour l'ouverture du restaurant, quand j'ai remarqué cet homme assis à une table dans le noir. C'est surprise par la présence de cette personne qui n'aurait pas dû être là à cette heure-ci, que Bonnie, très professionnellement, va lui proposer une tasse de café. Mais elle n'obtiendra aucune réponse de cette personne cachée dans le noir. Afin d'éclairer la salle de restaurant, elle détourne son regard une fraction de seconde pour appuyer sur l'interrupteur, et quand elle revient face à la salle de restaurant, plus personne. L'homme avait disparu. Alors complètement affolée, Bonnie expliquera qu'il était totalement impossible pour cet homme de quitter la pièce sans qu'elle le voie. Encore terrifiée par ce qu'elle vient de vivre, elle va poser sa démission le jour même et rentrer chez elle. Alors vous vous doutez bien que l'auberge ne va pas tarder à faire parler d'elle. Les bruits courent, les gens en parlent entre eux, et bien sûr la rumeur grandit, à tel point qu'en 1980, le magazine Life va faire un article sur l'auberge et va affirmer que ce manoir compte parmi les 9 maisons les plus hantées des États-Unis. Sans surprise, va s'en suivre un afflux de personnes sans précédent. Allant du curieux voulant vivre des sensations fortes, en passant par les journalistes, jusqu'aux chasseurs de fantômes, dont, je vous l'avoue, j'aurais bien aimé faire partie. Et tout ce beau monde va également observer pas mal de phénomènes, et tout particulièrement dans les escaliers et le grenier. Bon, maintenant que cette maison est officiellement déclarée comme hantée, il est peut-être temps pour nous d'enfin connaître son histoire. La malédiction de la famille Lampe. D'après mes recherches, cette maison, ce manoir, appartenait à la famille Lampe. John Adam Lampe, originaire d'Allemagne et fraîchement installé aux États-Unis, décide en 1838 d'ouvrir une épicerie et dans ses bagages il ramène avec lui la recette d'une bière légère qu'il confectionne lui-même et qu'il vend dans son épicerie. Les clients ne s'y trompent pas et la bière va rencontrer un franc succès, à tel point que le jeune entrepreneur va rapidement être obligé de s'agrandir. Et pour ce faire, il va acheter des grottes de calcaire qui viennent tout juste d'être découvertes au sud de la ville. Ça lui servira à entreposer et stocker sa matière première. Alors, l'entreprise grandit, c'est un réel succès, la meilleure des destinées possibles pour cet immigré allemand. Les années passent et Adam va malheureusement s'éteindre en 1862, laissant ainsi son entreprise aux mains de son fils William. Ce même William va épouser une certaine Julia Feilkert. Et quelques années plus tard, ils vont faire l'acquisition du manoir, sans imaginer une seule seconde ce que ce manoir allait leur faire vivre. Bon, alors c'est sûrement l'époque qui voulait ça, mais de leur union, William et Julia ont eu 8 enfants. Il y a Anna, William Jr., Louis, Charles, Frédéric, Hilda, Edwin et Lisa. Ça en fait du monde. Une fois de plus, tout va bien dans le meilleur des mondes, les années passent, et cette fameuse malédiction va sévir pour la première fois en 1901. Alors âgé de seulement 28 ans, Frédéric va succomber à ce qu'on soupçonne être une insuffisance cardiaque. Mais les rumeurs disent qu'il serait mort dans de mystérieuses circonstances.
Vous vous en doutez bien, ce drame va littéralement bouleverser ses parents. Julia et surtout William n'arriveront jamais à se remettre du décès de leur fils. À tel point que quelques années plus tard, William va mettre fin à ses jours. En effet, le 13 février 1904, après avoir pris son petit déjeuner, William informe l'un de ses serviteurs qu'il ne se sent pas très bien et qu'il va remonter dans sa chambre pour se coucher. Arrivé dans sa chambre, il se munit de son revolver, oriente le canon vers sa tempe et presse la détente. Nous nous trouvons maintenant en 1906, seulement 2 ans se sont écoulés après le décès de William, et Julia, la mère, va à son tour décéder suite à un cancer foudroyant. Et en 1920, c'est au tour d'Elsa, la dernière de la fratrie, qui, elle aussi, comme son père, va se donner la mort de la même manière. Et comme si tout ça ne suffisait pas, la malédiction va encore sévir en 1920. En effet, le business de la famille Lamp va subir de plein fouet le 18e amendement. Je vous le rappelle, le 18e amendement consiste à interdire la consommation, le transport et la vente d'alcool aux États-Unis. Nous sommes en pleine période de prohibition. William Jr., le fils de William et Julia, est alors à la tête de l'Empire Lamp. Et malheureusement, il n'arrivera pas à trouver la solution pour sauver l'entreprise familiale. Déprimé et fortement atteint par ce constat, plus quelques problèmes de santé, William Jr., surnommé Billy, et j'oubliais, ce Billy a oublié de nous informer d'un léger petit secret de famille. Mais on y reviendra juste après. Pour l'heure, nous sommes le 29 décembre 1922, et malheureusement, Billy va se donner la mort d'une balle en plein cœur. Concernant toutes ces morts entourant le manoir Lamp, vous allez voir que ce n'est pas encore tout à fait fini. Car le prochain sur la liste sera Charles, le 4e enfant de William et Julia. Alors Charles, de par ses occupations professionnelles et son implication dans la vie politique, semble être très bien intégré dans la société. Mais au cours des années 40, Charles va commencer à développer des troubles du comportement. Et tout particulièrement, il sera obsédé par les microbes. Mais au-delà de ça, de l'avis de tous, globalement, Charles commence à perdre un petit peu les pédales. Célibataire depuis toujours, vivant avec son chien et ses domestiques, il va devenir de plus en plus irascible. En 1941, il va même envoyer un courrier aux pompes funèbres de Saint-Louis, en leur demandant que le jour où il décède, son corps ne soit ni maquillé, ni habillé, ni quoi que ce soit d'autre. Et surtout, aucune cérémonie ne sera célébrée en son nom. Et il va même jusqu'à exiger qu'à la découverte de son corps, il soit immédiatement emmené au crématorium, que ses cendres soient entreposées dans un petit panier en osier, enterré dans son jardin. Alors assez étrange pour un homme de 60 ans ne présentant aucun problème de santé, si ce n'est un petit début de démence. Mais un peu comme si l'histoire devait sans cesse se répéter, le 10 mai 1949, Charles sera retrouvé sans vie dans son lit avec à ses côtés un 38 mm dans sa main droite. Alors là, je suis complètement d'accord avec vous, ça commence à faire beaucoup. On en est au 6e mort, dont 5 qui ont mis fin à leur jour par arme à feu. Il y a peut-être, entre toutes ces morts, finalement un réel lien avec ce manoir. Alors, petit aparté, je vous rappelle qu'en 1975, Dick dit avoir été réveillé en pleine nuit par un coup de feu. Et vous allez le voir, ce n'est pas le seul événement qui trouve une cohérence avec l'histoire passée du manoir. Les curieux, les journalistes et autres chasseurs de fantômes qui ont enquêté dans le manoir dans les années 80 disent tous avoir obtenu des phénomènes très particuliers au grenier. En effet, le grenier du manoir Lamp est connu pour ses phénomènes paranormaux. Et certaines rumeurs parlent d'un petit garçon qui hanterait cette partie du manoir. Alors, je me suis renseigné et cet enfant a bel et bien existé. Et ce qu'il y a de sordide, c'est que, au vu de sa malformation, il aurait été dissimulé et emprisonné dans ce fameux grenier. Pour y voir plus clair et découvrir qui est cet enfant, il va falloir retourner à l'époque de la famille Lamp. Si on en croit la version que j'ai trouvée, William Jr. aurait eu une liaison avec l'une des servantes du manoir. Et de cette secrète union serait né un petit garçon. Il s'appelle Zek et cet enfant a une particularité,
il est atteint de trisomie. Et c'est pour ça qu'il aurait été enfermé dans le grenier, pour que personne n'ait connaissance de son existence. À l'âge de 16 ans, Zek, jouant dans les escaliers, serait malencontreusement tombé et se serait brisé le cou. Alors être né dans une famille aussi aisée et avoir eu une vie aussi pourrie, c'est vraiment pas de bol. D'autant plus que si on en croit les témoignages récemment collectés, Zek se manifesterait aujourd'hui encore dans les escaliers et le grenier. Certaines personnes témoignent avoir entendu des voix d'enfants se manifestant et répétant sans cesse « aidez-moi ». Et d'après ces mêmes témoignages, on verrait la silhouette de Julia déambuler juste en dessous, dans les couloirs. Et certains disent même que cette silhouette vaporeuse s'arrête parfois devant la chambre du 2e étage, là où William se serait donné la mort en 1904. Alors, je suis pas là pour affirmer que tout ça est vrai, néanmoins, force est de constater qu'il y a énormément de témoignages allant tous dans le même sens. Cette histoire m'intrigue tout particulièrement et il n'est pas exclu qu'un de ces quatre, je me rende sur place pour y mener ma petite enquête. En attendant, ce qui est sûr, c'est que la malédiction de la famille Lamp continue de faire parler d'elle. Alors, si cette histoire, tout comme moi, vous a plu et passionné, je vous invite à laisser un petit commentaire, bien sûr à liker, à partager la vidéo, et pour ceux qui ne seraient pas encore abonnés à la chaîne, sachez que c'est gratuit. Il suffit de cliquer sur le bouton abonner, ça ne vous coûte rien, et ça vous permettra d'être mis au courant de toutes les nouvelles vidéos qui sortiront sur la chaîne. Portez-vous bien, et à très bientôt pour un nouvel épisode des Dossiers du Paranormal.